En direct et en simultané sur BFM TV et sur la radio BFM, Ruth Elkrieff, Edwige Chevrillon, un regard féminin sur la politique, elles sont le duo BFM. Bonjour et bienvenue dans le duo BFM, l'émission politique que vous pouvez regarder sur BFM TV et écouter sur BFM Radio. Rendez-vous politique avec Ruth Elkrieff. Bonjour Ruth. Bonjour Edwige. Alors notre invité aujourd'hui c'est Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors on avait le sentiment que depuis qu'on voyait souvent Marine Le Pen, votre fille, qui est en charge de la direction de la stratégie, de la communication, il y avait une espèce de vent nouveau qui soufflait sur le Front National. Et puis on vous a vu hier avec Ceylan le retour de votre ex numéro 2 Bruno Maigret. On a eu le sentiment que c'était un peu le retour de la ligne dure. Vous allez nous dire tout ça dans un instant. Mais la première question, c'est Ruth Elkrieff qui vous la pose. Jean-Marie Le Pen, avant d'évoquer effectivement ces alliances et puis cette dédiabolisation dont parlait Edwige, sur le paysage politique tel qu'on le voit aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, tous deux s'adressent à la France qui souffre. C'est un petit peu votre fonds de commerce, votre capital. Vous avez un discours à l'égard des classes populaires et qui les touche. On le sait qu'elles font partie de votre électorat. Mais ils sont plus crédibles que vous, ça ne vous inquiète pas? Non, je ne crois pas du tout qu'ils soient plus crédibles, justement parce qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils représentent le pouvoir et qu'ils peuvent se faire opposer. La phrase clé de ma campagne, c'est comment peut-on penser que ces gens-là feront demain ce qu'ils n'ont ni su, ni pu, ni voulu faire hier. Ségolène Royal, elle est neuve, elle n'a pas été au pouvoir. Non, c'est une fausse vierge, si j'ose dire, parce qu'elle a été ministre, elle est dans la politique depuis 30 ans et elle porte le drapeau du Parti socialiste. Elle n'est pas pour un homme quand même. C'est une phrase un peu... Elle n'est pas une candidate originale, si vous voulez. Elle est la candidate du Parti socialiste. C'est-à-dire que c'est elle qui va présenter son programme et qui porte évidemment le passif des gouvernements socialistes et de gauche. De plus, elle a été une intime de François Mitterrand qui a joué un certain rôle dans la décadence française. Vous aviez remarqué, pardon, juste un instant, il y a quelques années déjà, vous aviez remarqué que Ségolène Royal avait beaucoup de caractère et qu'elle pouvait être candidate. Du coup, j'imagine qu'elle peut vous faire peur, qu'elle vous inquiète. Pas seulement pour ça, parce que j'avais... Qu'est-ce qui vous avait permis, Jean-Marie Le Pen, de déceler justement les qualités de Ségolène Royal? Je vais vous dire que ça partait d'un constat de départ. C'est que le Parti socialiste ayant échoué et ramé à contre-courant, en faisant en particulier la retraite à 60 ans et les 35 heures, à l'inverse de l'évolution du temps, je me disais qu'ils ne pourraient pas avoir un programme crédible. Il fallait donc qu'ils aient un personnage, un gadget, quelque chose qui soit différent. Et je cherchais dans le personnel politique qui pouvait être cette personne, et il me semble qu'il y a quelqu'un, je vois quelqu'un qui pourrait l'être, qui donc Martine, non, pas Martine, non, Ségolène. Qui est Ségolène? Eh bien, c'est une dame qui est énarque, elle fait partie du Sérail, elle a été au cabinet de François Mitterrand, elle a été ministre, mais pas trop, assez mais pas trop, et elle a été, elle est élégante, une mère de famille, elle se croit présente extrêmement bien, et par conséquent ce sera... Elle peut toucher votre électorat. Oui, et Jean-Marie Le Pen. Je suis pas sûr de ça. Je le disais en introduction, on a le sentiment que vous avez un peu entamé une stratégie de dédiabolisation du Front National et de Jean-Marie Le Pen. C'est un peu à l'instigation de votre fille, Marine, qu'on a vu relookée, superbe, etc. Il n'y a plus de mots agressifs, il n'y a plus de dérapage. C'est un peu un nouveau Jean-Marie Le Pen qui est arrivé? Écoutez, les dérapages dont on parle ont 20 ans. En effet, on finit par les oublier, j'espère. Vous les reconnaissez quand même? Vous dites qu'il y a eu des dérapages. Oui, je veux bien reconnaître, mais qui n'en a pas? Écoutez, quand on skie depuis 50 ans, on a l'occasion quelquefois de faire des chutes, c'est bien normal. Bon, c'est pas extraordinaire. Et je voudrais que chaque homme politique n'ait pas plus de passif à présenter devant l'opinion au cours de cette campagne. Mais ma foi, je me trouve assez bien, je dois dire. Et je n'ai jamais souhaité être diabolisé. Moi, je ne suis pas masochiste, je ne suis pas autiste, et par conséquent, je préfère être aimé que détesté. Mais j'ai mon franc-parler, je dis ce que je pense, je suis un homme, je crois, droit. Alors la vérité est toujours utile à dire, elle n'est pas toujours agréable à entendre, et je comprends très bien que quand j'en dis, eh bien, j'écorne quelques oreilles. En devenant un petit peu plus convenable, Jean-Marie Le Pen, si vous me permettez cette expression, attendez, est-ce que vous n'avez pas peur de vous banaliser par rapport à Nicolas Sarkozy qui vient justement sur vos terres, comme le soulignait Ruth à l'instant? Mon Dieu, non, parce que lui non plus n'est pas un poulet de l'année, n'est-ce pas? Il est depuis 30 ans dans la politique et il s'active beaucoup. Je reconnais qu'il a une activité, un talent certain, mais il me fait penser à un petit animal très sympathique. C'est la première image que j'avais eue de lui d'ailleurs, car comme il est véloce, n'est-ce pas? Il est obligé
empêcher de courir vite, c'est celui d'un écureuil, un bel écureuil dans sa cage ronde. Alors lui a l'impression de courir très loin, il court, mais il est toujours au même endroit. C'est ça le problème, c'est son problème. Et alors vous allez aller jusqu'où? Parce que on a appris que vous reveniez sur l'interdiction de l'avortement qui était dans votre programme, parce que vous voulez proposer un référendum pour éventuellement légaliser l'avortement, enfin maintenir le droit à l'avortement. Est-ce que vous irez jusqu'à, par exemple, reconnaître le Pacs, reconnaître les couples homosexuels, les grands sujets de société? Ce sont des problèmes très différents les uns des autres. Alors le Pacs. Bien évidemment, je ne vois pas beaucoup d'intérêt à cette formule, mais dans le fond, si elle permet à certaines personnes de se témoigner réciproquement de leurs intérêts matériels, je ne vois pas d'inconvénient à ce que ça porte ce nom-là, ça ne me gêne pas. Vous maintenez le Pacs qui peut être un couple homosexuel reconnu par la société. Et je vous signale que le Pacs n'est pas seulement à destination des homosexuels. Mais encore une fois, je considère que l'homosexualité est une question privée et que moins l'État s'en occupe et mieux ça vaut. Et sur l'homoparentalité? Je suis contre. Pour des raisons de conception de la famille, de modélisation de la vie sociale et d'équilibre entre les sexes. Il se trouve qu'il y a des sexes différents dans la société. Par conséquent, je souhaite que la famille reflète cette harmonie entre l'homme et la femme. Je crois que la famille, c'est tout de même d'abord un homme et une femme. Alors, est-ce que vous faites, cet aggiornamento, cette rénovation un peu de votre image, parce que vous en êtes convaincu personnellement, ou est-ce que vous vous dites c'est une bonne tactique parce qu'il me reste à conquérir quelques couches moyennes, plus modernes, et que dans le fond, il faut que j'ajuste un peu mon discours? Moi, je suis convaincu que si les gens me connaissaient, ils m'aimeraient plus. Et je crois que je suis assez mal connu. Je ne vais pas faire le procès des médias, mais j'ai été tout de même dans la classe politique un de ceux qui n'a pas été favorisé par le. Je vais vous donner un exemple qui était dans Télérama d'ailleurs. C'est un rapport. C'est le passage aux 20 heures des 5 stations principales, n'est-ce pas, en prime time, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, en 6 mois, Sarkozy 176 fois. Bayrou 44, Le Pen 4. Alors, vous êtes ici donc sur BFM et BFM TV. Parlons de ces retrouvailles avec Bruno Maigret. En fait, il est venu vous apporter l'ancien félon, l'ancien traître, on s'en souvient, les grands mots ont été utilisés. Il vous apporte... Voilà, ça c'était quand même, et comme Brutus, vous avez dit, moi je le tue avant qu'il ne tue César. Oui, c'est ça. Enfin, on s'en souvient. Alors, il vous apporte 140 parrainages et vous épongez ses dettes? Non, je ne suis absolument pas du tout. Écoutez, il n'y a eu aucun accord de quelque sorte que ce soit. Bruno Maigret, par une démarche qui a été personnelle et avec l'accord de son parti, m'apporte son soutien dans la campagne présidentielle. Je vous rappelle qu'il l'avait d'ailleurs fait aussi entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Bon, eh bien, cet accord, j'en suis très content, ce support. J'accueille tous les gens, tous les Français, de quelque parti qu'ils viennent, quels qu'aient été leurs engagements, s'ils sont d'accord sur le programme et le projet que je défends. Parlons maintenant de parrainage. C'est la question rituelle lorsqu'on vous reçoit, Jean-Marie Le Pen, c'est où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous aurez atteint les 500 parrainages le 16 mars prochain? Eh bien, écoutez, je ne serais pas là si je ne pensais pas les atteindre. Bon, je m'efforce de les atteindre. Vous en êtes à combien aujourd'hui? Plus de 400 en soulignant quand même qu'il s'agit là d'un procédé, d'un processus tout à fait antidémocratique et maintenu par les gens du pouvoir parce qu'il constitue pour eux un avantage sur leurs concurrents et leurs adversaires. Plus de 400? Plus de 400 aujourd'hui? Je pense avoir passé la barre des 400. Vous êtes pas sûr, quand même. Oui, je pense qu'on a passé la barre des 400, mais je ne me satisferai qu'au-delà de la barre des 600. Parce que je crains toujours des retournements de dernière minute. On parle un peu de votre programme, puisqu'on parle beaucoup de fiscalité. Vous avez soutenu Johnny Hallyday, son exil, et certains ont dit que c'était un peu antipatriote. Non, j'ai pas du tout soutenu Johnny Hallyday. J'ai dit que la situation de la fiscalité française était telle qu'on pouvait on assistait à une véritable effusion, et en particulier de jeunes cadres, vers l'étranger qui ne supportent plus le caractère excessif des prélèvements obligatoires et des impôts. Voilà. Justement, votre programme, on le connaît, c'est à la limite, c'est 3 tranches d'impôts, c'est 10, 15, 20, et puis progressivement suppression de l'impôt sur le revenu. Comment vous faites? Comment vous faites pour remplir les caisses de l'État? Parce que l'impôt, c'est quand même une des sources principales. Je ne crois pas que l'État soit obligé de faire toutes les dépenses qu'il fait.
Bon, je pense donc qu'il faudra de ce côté-là supprimer des postes de fonctionnaires, par exemple 1 sur 2, comme c'est un peu le débat actuellement. Je pense qu'il est nécessaire de réduire, en tous les cas, de disposer de notre personnel fonctionnaire de manière différente. Par exemple, nous n'avons pas assez de juges. Bon, en revanche, je pense que nous avons trop de gens au ministère des Finances. Je crois qu'on pourrait faire un transfert. Le gouvernement aujourd'hui, c'est pas très nouveau. Enfin, je veux dire, c'est pas très différent de ce que dit le gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement propose ça maintenant 4 mois avant la campagne dans la campagne présidentielle, 4 mois avant l'élection. Mais ils ont eu pendant 25 ans l'occasion de faire ces réformes-là, et c'est un fait qu'ils ne les ont pas faites, aucune d'elles. Jean-Marie Le Pen, votre première mesure, si vous êtes jamais au second tour, ça sera quoi, votre première mesure? La première mesure, c'est de déclencher un audit de la situation française, parce que je crois que nous sommes très désinformés et même trompés sur les chiffres. Je crois que cet audit, je demanderais qu'il soit fait d'une part par notre Cour des comptes, qui est très compétente et souvent très sévère dans ses jugements, et par un organisme international d'audit, justement, et que d'une façon croisée, nous sachions quelle est la population française. Moi, je dis qu'à 4 millions près, on ne le sait pas. Bon, quels sont, combien y a-t-il d'étrangers dans notre pays, des immigrés, etc. Non, par exemple, pas seulement ça, mais les dépenses. Quelles sont les véritables dettes de l'État français? Les véritables, nous avons les déficits, mais quelle est la dette? Parce que on parle de 1100 milliards d'euros, alors qu'il faut pratiquement doubler cette dette, parce que l'État est garant 900 milliards d'euros pour les retraites des fonctionnaires, sans parler des entreprises publiques, des déficits. Vous faites cet audit et en même temps vous venez de nous dire que vous sabrez un peu dans les dépenses de l'État parce qu'il y en a trop selon vous et en tout cas vous aurez moins de recettes. Mais je voudrais vous poser juste une question d'actualité parce que il y a beaucoup de SDF, on en parle beaucoup, les sans-logis, les sans-abri. C'est une question qui émeut tout le monde. Très concrètement, vous seriez élu, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, écoutez, c'est un signe, parce que avant, il y avait, avant le diagnostic, après le diagnostic, ça veut dire. Il y a une population qui veut vivre dans la rue, c'était ce qu'on appelait les clochards, sympathiques, un peu poivreaux, qui ne posaient pas un problème social proprement dit autrement que dans les périodes de grand froid, où on les ramassait contre leur gré d'ailleurs, pour les emmener dans des hôpitaux ou dans des salles qui leur étaient réservées. Maintenant, on voit un phénomène, on voit des gens qui sont dans la rue parce que ils n'ont pas les moyens de se payer un logement. Pardon, et ça c'est extrêmement grave, et c'est un signe, c'est une condamnation, c'est une honte pour notre pays. Tout le monde fait ce diagnostic. Non, mais écoutez, je n'aurai pas une baguette magique pour brusquement changer les choses, mais je crois qu'il faut établir dans notre pays un climat de liberté économique qui permette aux Français de savoir, de croire qu'en travaillant, et en travaillant plus s'ils le souhaitent, eh bien la plus grande partie de cet argent restera à leur disposition, et cela recréera la croissance dont nous avons besoin. Il n'y a plus d'aide sociale, alors je veux dire, l'État ne joue plus son rôle de protection sociale. Si, il le joue, mais dans une mesure beaucoup plus limitée. Il compte sur la prospérité générale. Je crois qu'il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de travailleurs que beaucoup de chômeurs. Et je crois que ce sont les mécanismes actuels de la société politique et économique qui les bloquent. Jean-Marie Le Pen, rapidement, une question. Si vous êtes au second tour, à votre avis, ça sera plutôt face à Ségolène Royal ou face à Nicolas Sarkozy, tel que vous voyez les choses aujourd'hui? Ce que Dieu donnera, je le prendrai. Ce n'est pas moi qui choisirai. Et comme je n'ai aucun pouvoir sur le choix de mon adversaire, je prendrai celui que le suffrage universel désignera. Le risque aujourd'hui, il est plus grand de ne pas voir Jean-Marie Le Pen au premier tour plutôt qu'au second tour? Non, je ne crois pas. Je crois que je serai au 2. Peut-être même au 3e. Et vous appelleriez à voter Nicolas Sarkozy si vous n'êtes pas au 2e tour? Alors, écoutez, je n'envisage même pas cette hypothèse. Oui, enfin, quand même. C'est plutôt votre famille ou pas du tout? Oui, tout de même, je crois, relativement tout de même. Mais enfin, encore que les responsabilités sont tellement conjointes. Depuis 25 ans, on peut dire que la gauche et la droite ont pratiqué la même politique, soit par alternance, soit par cohabitation. En fait, le bilan est exactement le même et il est tragique. Alors, on va revenir avec vous, Edwige, sur une image qui, aujourd'hui, a marqué. L'image de la semaine aujourd'hui, c'était ce matin, à 9h, Dominique de Villepin qui rentrait au pôle d'instruction pour se faire entendre comme témoin dans le cadre de l'affaire Clearstream. L'affaire Clearstream, pour vous, Jean-Marie Le Pen, c'est un complot
d'État, complot d'ambition d'un homme contre un autre homme, ou alors c'est pchit, comme le disent certains? J'avoue que je ne suis pas spécialiste de ces problèmes. Je suis, comme tous les Français, un peu abasourdi. Ce n'est pas le premier scandale que nous vivons dans la Ve République, hélas, car c'est un projet, c'est comment dirais-je, un procédé habituel. Nous avons l'habitude de voir les scandales financiers. Là, c'est un scandale politique. Je n'en connais pas les arcanes, je n'en connais pas les dessous, mais il me semble que le croc en jambe et l'embuscade sont des méthodes de combat utilisées même à l'intérieur des partis, les uns contre les autres. J'attends peut-être de la justice un peu plus de clarté, encore que j'ai beaucoup de doutes dans ces matières, d'arriver à la vérité. Quelle image ça vous donne comme ça, un Premier ministre qui va être entendu pendant une journée Écoutez, on peut la prendre d'une manière positive en disant c'était tout de même dans notre démocratie, ça n'est pas parce qu'on est Premier ministre qu'on est à l'abri des investigations des juges. Ça me paraît positif. Le côté négatif, c'est que ça retire tout de même à la fonction du prestige et aux hommes politiques de la sécurité dont ils ont besoin pour prendre les décisions lourdes qui sont les leurs. Le statut pénal du président de la République, il va être adopté en janvier prochain, c'est une bonne chose ? Oui, je crois que il n'est pas. Vous le garderez si vous êtes élu. Je pense que par principe, il n'est pas anormal que le président de la République réponde de ses actes délictuels ou criminels. Cela étant, je crois aussi que le président de la République doit garder un certain prestige aux yeux. Donc il doit y répondre devant qui? Alors, il doit y répondre devant peut-être les assemblées. Ou alors un autre corps. Je pense que le projet de loi va envisager un certain nombre d'hypothèses. Chacune des solutions a ses avantages et ses inconvénients. Par conséquent, il faudra faire un choix. Alors, c'est maintenant l'heure de la question qui fâche. Edwige Chevrillon. Jean-Marie Le Pen, on a vu notamment votre femme et des proches, vos proches se rendre à un spectacle de Dieudonné. On s'est demandé un peu qu'est-ce qu'il faisait là. Lorsque j'évoquais tout à l'heure en disant c'est un peu le retour de la ligne dure du parti, là on retourne un peu dans la polémique plus classique du Front National. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu organiser, cette rencontre, ce spectacle Front National? Non, écoutez, c'est un spectacle de variété. Oui, c'est un spectacle de chansonniers. Bon, nous sommes dans un pays de liberté. Monsieur Dieudonné est un homme contesté, qui n'était pas... C'est ce qui vous plaît chez lui? Qui ne fait pas... ce qui me plaît, c'est son défi, sa liberté de parole, son isolement et peut-être aussi la persécution dont il est l'objet. Mais personnellement, je le trouve assez drôle. Je dois dire, je n'ai pas été à ces spectacles, mais j'ai vu un de ces disques... Est-ce que c'est l'antisémitisme affiché de Dieudonné qui vous trouvez assez drôle? Oui, ce n'est pas... Ça peut aussi être drôle. Pourquoi? Il ne doit pas y avoir de sujet qui échappe à la critique ou à l'ironie. Voilà, tout dépend de la manière dont on les traite. Monsieur Dieudonné les traite d'une certaine manière. Je pense que devant son spectacle, il y a des moments où on a envie d'applaudir et des moments où on est plutôt discret, peut-être même quelquefois gêné. Attendez, mais il en est de même dans tous les spectacles. L'antisémitisme, s'il est exprimé de façon drôle, pourquoi pas? C'est ça? J'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est ça? Vous savez que les gens qui se moquent le plus des Juifs, ce sont les Juifs eux-mêmes. Il y a un humour juif très célèbre, très connu. Oui, et mais bon, lorsque Dieudonné aujourd'hui fait un certain nombre de sketchs, par exemple Toto qui veut contester l'existence des chambres à air, allusion bien sûr aux chambres à gaz. Est-ce que vous ne craignez pas quand même, vous, tout d'un coup, d'être associé à cette image d'antisémite alors que vous avez voulu vous en débarrasser? Je ne suis pas associé. Je n'ai pas d'autre rapport avec Monsieur Dieudonné que le fait qu'il soit venu comme des milliers d'autres gens à la fête des BBR et qu'il a donné un spectacle auquel ont assisté quelques personnes du Front National. Grosse délégation du Front National et Jeannie Le Pen. C'est ce qu'on a lu. C'est ce qu'on a lu. Mais il y avait votre femme, alors c'est votre femme, c'est comme ça. J'ai lu quelque part. Ma femme a sa liberté. Ce n'est pas vous, mesdames, qui allez contester le droit qu'a une femme de faire ce qu'elle veut. Bon, alors par conséquent, ma femme avait la curiosité de son sexe, si j'ose dire, et elle a voulu juger par elle-même. Comment juger d'un spectacle sans le voir soi-même? Je crois que c'est ça. Et ça, on ne doit pas être soupçonné simplement parce qu'on assiste à un spectacle, parce qu'on lit un livre ou qu'on regarde un film. On n'est pas forcément... Jean-Marie Le Pen, c'est pas de la naïveté quand même. Vous êtes un homme politique chevronné. L'image de Dieudonné, c'est de quelqu'un qui a protesté contre, entre guillemets, le pouvoir des Juifs dans la société française, dans le monde. Donc, quand on va voir Dieudonné, quand on rencontre Dieudonné, ça a un sens. C'est un homme qui a combattu le Front National pendant très longtemps, et oui, et qui d'ailleurs a fait amende honorable.
Europe Oui, en mais disant là-dessus, on sur m'avait cette dit que le autre Front question, National c'est votre était point raciste. commun, alors Je me suis aperçu qu'il ne l'était pas. Bon, donc il a pu circuler dans notre fête nationale sans être inquiété et sans être bousculé ou insulté. Il vous donne un brevet finalement d'honorabilité. En revanche, sur cet antisémitisme, Écoutez, dans le fond, moi, vous rejoignez, c'est ce que vous dites? Moi, je ne réponds que de moi-même, je ne réponds pas des autres. Et si vous souhaitez savoir ce qu'est le fond de la pensée de Dieudonné, il faut l'inviter. J'ai une dernière question sur le colloque sur la Shoah qui s'est déroulé à Téhéran. Vous avez été interrogé là-dessus sur RTL et vous avez dit c'est pénalement répréhensible. Mais ce qui est pénalement répréhensible, ce serait de l'approuver. Donc, est-ce que vous l'approuvez ou vous l'approuvez pas? Vous vous démarquez ou vous ne vous démarquez pas? Madame Kriev, je ne veux pas entrer dans ce débat-là parce que je sais que ce débat ne peut pas se dérouler librement dans notre pays et qu'il se déroule toujours sous la menace d'une poursuite judiciaire ou de condamnation morale. Ça n'est pas un débat libre, c'est un débat captif. Oui, mais vous pouvez vous en démarquer, je ne souhaite pas participer à ce débat et je laisse à chacun les responsabilités qui sont les siennes. C'est fini, les dérapages du passé sont finis, c'est ce que vous voulez dire. Oui, il n'y a pas de Vous dérapage. l'avez reconnu vous-même, vous avez dit oui, il y en a eu. Oui, mais ça a été considéré comme tel par un certain nombre de gens. Moi, je n'ai jamais eu l'impression que c'était un dérapage. Vous l'avez un petit peu reconnu tout à l'heure quand même. Non, mais oui, mais écoutez, en tous les cas, ça a été considéré comme tel et j'en ai subi les conséquences, puisque l'un d'entre eux m'a coûté 150 millions de centimes. Alors, par conséquent, vous concevez que dans ce domaine, chat échaudé craignent l'eau froide et que je sois prudent dans les réponses que je puisse vous faire. Si vous disiez ce colloque est insupportable, on ne discute pas, vous ne seriez pas condamné pénalement. Si vous disiez il est normal que vous seriez condamné. Ça ne me paraît pas un sujet d'importance, ça. Moi, ce qui me paraît important, c'est la situation de mon pays. On me reproche d'être un nationaliste et d'ailleurs de m'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe chez moi qu'à ce qui se passe à l'étranger. Alors, on ne peut pas me faire les deux griefs à la fois. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Oui, ça passe vite. Jean-Marie Le Pen. Dernière question, c'est la question dite perso. C'est Ruth qui la pose. Alors, il y a eu des rumeurs, de temps en temps, on dit Jean-Marie Le Pen, il va faire des cures de rajeunissement, il se met en forme. Là, vous avez disparu pendant 15 jours en vacances. Vous 14 jours. 14 jours, oui. Vous vous sentez d'attaque pour la campagne? Oui, tout à fait, mais vous savez, je suis un homme normal. J'ai besoin de vacances, j'aime les vacances. Et puis, de temps en temps, je suis aussi dans l'obligation de faire une petite cure d'amincissement parce que la vie que mène un homme politique et que mènent d'ailleurs nos concitoyens, nos compatriotes, et bien, les amène à manger peut-être un petit peu trop. Alors, de temps en temps, il faut qu'on retrouve la ligne parce que je crois qu'on se doit à soi-même, à son entourage et à son public, si puis-je dire, d'avoir une certaine allure, un certain standing. On joue beaucoup sur les couples politiques. Là, on voit bien, il y a Nicolas, Cécilia. Alors, dans un registre un peu plus complexe, on voit François Hollande, Ségolène Royal. Et là, on a envie de dire, on pense Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Non, c'est Jeannie, ma femme. Oui, non, mais ça, je sais bien. En politique, c'est elle qui est la femme de la campagne, non? C'est votre successeur? C'est-à-dire qu'elle occupe un poste clé dans la campagne. Elle est députée et elle a beaucoup de talent. Elle sera votre successeur? Pardon? Elle sera votre successeur? successeur? Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et je préjuge pas. Et ça serait pas plus facile si en fait on peut la poser, parce que nous on est des femmes. Si ça avait été justement un homme au sein de votre parti, où on sait que grosso modo votre base électorale c'est plutôt des hommes 35-40, 35-45. Oui, je ne sais pas. Vous savez, je ne me suis pas senti hors d'état de faire campagne. Je suis, je crois, j'ai les capacités physiques, mentales, psychologiques, morales de faire cette campagne. Je la fais. Je me crois pour l'instant, à tort peut-être, mais le meilleur candidat possible pour défendre ces idées-là. Et quand je ne serai plus là, hélas, quand je prononcerai mon oncle Dimitis, eh bien d'autres me remplaceront. Très très rapidement, vous avez dit oui tout de suite lorsqu'elle vous a parlé de ces affiches où on voit cette jeune métisse en banlieue. Est-ce que vous avez tout de suite dit oui, bravo, c'est super Marine? Oui, l'image m'a paru intéressante parce qu'elle était l'image du rassemblement du peuple français, pour autant qu'on puisse le styliser dans 6 personnages. Et il me semblait que dans un de ces personnages pouvait et devait être représentatif, en effet, des Français d'origine immigrée et qui, aussi bien européens que venant d'ailleurs, et qui veulent être français, rester en France, servir la France, et ceux-là, eh bien, je les considère comme mes frères. Merci Jean-Marie Le Pen. Merci Jean-Marie Le Pen. Donc, bonne fête à tous. Nous vous retrouverons à la rentrée. Merci. Merci, au revoir.